À notre fête de fiançailles, elle a chuchoté, j'ai des doutes sur tout. J'ai annulé le mariage et j'ai dit à tout le monde pourquoi. La semaine dernière, elle m'a vu au parc avec ma femme et ma fille. Les guirlandes lumineuses enfilées à travers le vieux chêne scintillaient comme un millier de lucioles capturées. Des rires, chaleureux et faciles, montaient des groupes de nos amis et de notre famille rassemblés dans l'arrière-cour. L'air sentait la viande grillée, le parfum coûteux et l'odeur douce et pleine d'espoir d'une nuit d'été. Notre fête de fiançailles, la sienne et la mienne. Je me tenais près du bar improvisé, un verre de whisky à la main, à la regarder. Manon tenait la cour près de la cheminée. Son rire, ce caquettement fort et désinhibé que j'aimais tant, coupait le murmure de la fête. Elle était magnifique. La robe vert émeraude que je lui avais achetée pour son anniversaire s'accrochait à elle d'une manière qui me faisait ressentir une fierté possessive. Tout cela était pour nous. Le voyage de 5 ans, les disputes, les compromis, tout culminant en ce moment parfait et scintillant. J'étais totalement engagé. Je l'étais depuis le jour où je l'avais invitée lors de cette randonnée sous la pluie au col des Aigles. Le souvenir a brillé, clair et net, contre les lumières de la fête, elle, essoufflée et souriante, ses cheveux collés à ses joues, moi, maladroit avec la boîte de la bague, mes mains engourdies par le froid et les nerfs, le « oui » qui était plus un cri de joie. Résonnant sur les falaises de granit humide. Cela avait semblé si réel, si mérité. Mon meilleur ami, Pierre, m'a tapé dans le dos, me ramenant brutalement au présent. Je n'arrive pas à croire que tu officialises vraiment ça, mec. C'est une force de la nature. Le meilleur genre, ai-je dit, et je le pensais. Manon était un ouragan, et pendant des années, j'avais été heureux d'être l'œil de sa tempête. C'est alors que je l'ai vue se détacher de son groupe, son sourire vacillant lorsqu'elle a croisé mon regard. Elle a fait un geste avec une légère inclinaison de la tête vers la partie la plus sombre et la plus calme du jardin, près des vieux rosiers. Mon cœur a fait un petit bond, un moment secret, un baiser volé loin de la foule. J'ai fait un clin d'œil à Pierre et j'ai navigué à travers les invités, mon attention entièrement focalisée sur elle. Les bruits de la fête se sont estompés alors que nous passions derrière le grand chêne. Les lumières scintillantes n'étaient plus qu'une lueur lointaine. L'odeur des roses était épaisse et entêtante. « Et, tu vas bien ?» ai-je demandé en prenant sa main. Elle était froide, et elle l'a retirée, la coinçant sous son bras. Tout le monde passe un bon moment. Tu es la vedette. Elle ne voulait pas me regarder. Au lieu de cela, elle fixait une rose à moitié éclose, la mâchoire serrée. Le silence s'étirait, devenant lourd. Mauvais. Manon? Elle a pris une respiration brusque. Lucas, j'ai des doutes. Les mots ont atterri comme un coup physique dans ma poitrine. J'ai fait un demi-pas en arrière. Mon esprit s'embrouillait, essayant de les adoucir, de trouver un contexte raisonnable. La peur de l'engagement. Tout le monde a peur avant la fête. À propos de la fête? J'ai forcé un rire, mais il est sorti étranglé. C'est un peu écrasant, je sais. On peut s'éclipser bientôt. Dis juste un mot. Ses yeux ont vacillé vers moi alors, et la froideur qu'ils contenaient a volé l'air de mes poumons. Ce n'était pas de l'anxiété. C'était un rejet. Non, a-t-elle dit, sa voix basse et terriblement stable. Pas à propos de la fête. À propos de tout, nous, ceci. Elle a agité une main vaguement en direction des rires, de la musique, de l'avenir que nous avions planifié. Piégé? Le mot semblait étranger et empoisonné sur ma langue. Manon, nous avons planifié cela ensemble. De quoi parles-tu? Elle s'est finalement tournée pour me faire face complètement, et il y avait un défi étrange, presque suffisant, dans son expression. C'est alors que j'ai remarqué ses amis, Inès et Clara, debout non loin de là, faisant semblant d'examiner un buisson d'hortensia mais nous observant attentivement. C'était une performance. On me remettait à ma place, et elle voulait des témoins. J'ai juste besoin de savoir si c'est tout, a-t-elle dit, sa voix s'élevant légèrement, s'assurant qu'elle pouvait entendre. Si tu es le seul. Tout cela semble si définitif, et je ne suis pas sûr de vouloir du définitif. Le brouhaha de la fête a complètement disparu, remplacé par un rugissement dans mes oreilles. J'ai vu toute la scène avec une clarté cristalline horrifiante. Le lieu soigneusement choisi, nos familles, nos amis, tout cela n'était qu'une toile de fond pour qu'elle exprime son mépris.
Elle ne partageait pas une vulnérabilité, elle mettait en scène une exécution publique de notre relation. L'amour que j'avais ressenti quelques instants auparavant s'est figé en un poids solide et froid dans mes tripes. J'ai regardé la femme avec qui j'étais prêt à construire une vie, et j'ai vu une étrangère. L'ouragan s'était finalement retourné contre moi, mais je ne serais pas détruit par lui. La colère, la blessure, l'envie désespérée de supplier, tout cela est monté en une vague chaude, et j'ai consciemment, délibérément, laissé passer. Je ne donnerai ni à elle ni à son public cette satisfaction. Mon visage, qui devait être un masque de choc, s'est figé dans une neutralité calme. J'ai hoché la tête lentement, comme si je traitais une nouvelle commerciale mineure. D'accord, ai-je dit, ma voix étrangement calme mais claire. Je comprends. J'ai vu une lueur de surprise dans ses yeux. Ce n'était pas la réaction qu'elle avait scénarisée. Elle s'attendait à un drame, des larmes, une scène qui justifierait son récit de femme, piégée. Elle n'a rien obtenu. Je n'ai pas dit un autre mot. Je lui ai tourné le dos et je suis parti, la laissant debout là, dans l'ombre des roses. Je suis retourné directement au cœur de la fête, le bruit revenant par vagues. J'ai vu les regards interrogateurs, les inquiétudes chuchotées. J'ai marché jusqu'au centre de la cour, j'ai pris une cuillère et je l'ai tapotée doucement contre mon verre de whisky. Les conversations se sont tues. Une centaine de visages se sont tournés vers moi, impatients, souriants. Mes parents, ses parents, Pierre avec un froncement de sourcils confus. Tout le monde, ai-je dit, ma voix portant sans tremblement. Merci beaucoup à tous d'être venus ce soir pour célébrer avec nous. J'ai fait une pause, établissant un contact visuel avec quelques personnes. Il semble que la célébration soit prématurée. Les fiançailles sont rompues. Manon a des doutes sur tout. Alors, s'il vous plaît, profitez du reste de la nourriture et des boissons. La fête est finie. Le silence qui a suivi était absolu. Et dans ce silence, j'ai pris ma première inspiration propre depuis des minutes. La trahison était complète, et ma dignité, bien qu'elle ressemblât à une armure que je n'avais jamais demandée, était intacte. Le silence dans mon appartement était une présence physique. Il était plus lourd que le calme d'une bibliothèque, plus profond que le silence d'une ville endormie. C'était le silence d'un avenir qui venait d'être effacé. Le trajet de retour de la fête était un flou de lampadaires et le rugissement creux du moteur. Je n'avais pas regardé en arrière. Je n'avais pas dit un autre mot à Manon, à ses amis bouche bée, à mes parents stupéfaits. J'ai juste marché jusqu'à ma voiture, je suis monté et je suis parti. La première chose que j'ai faite a été d'enlever la chemise bleue impeccablement repassée que j'avais achetée pour la fête. Elle ressemblait à un costume. Je l'ai laissée tomber par terre, pas par colère, mais dans une sorte de dissociation engourdie. Je me suis tenu au milieu de mon salon en t-shirt blanc et pantalon de costume et j'ai juste respiré. L'appartement, qui avait semblé être une solution temporaire jusqu'à ce que nous achetions une maison, semblait maintenant caverneux et étranger. Mon téléphone a commencé à vibrer. D'abord, c'était ma mère, puis Pierre, puis une rafale de SMS provenant de numéros que je ne reconnaissais pas, probablement la famille de Manon. J'ai pris le téléphone, mon pouce planant au-dessus du bouton d'alimentation. Mais cela ressemblait à une fuite. Au lieu de cela, je suis allé dans les paramètres et j'ai activé le mode « Ne pas déranger », n'autorisant que les appels de mes parents et de Pierre. Je n'étais pas en train de me cacher. Je créais un périmètre. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 6 heures, non pas parce que j'étais bien reposé, mais parce que mon corps n'avait tout simplement plus de sommeil. La réalité m'a frappé au moment où j'ai ouvert les yeux. Ce n'était pas un mauvais rêve. Le souvenir des lumières scintillantes et de sa voix froide et performative était gravé dans mon esprit. Le sentiment n'était pas celui d'un chagrin brisant le cœur. Pas encore. C'était une confusion profonde, ancrée dans les os, comme si j'avais suivi une carte pour découvrir que le monde lui-même avait été redessiné pendant la nuit. J'ai fait du café. Ce rituel banal était une encre. Puis je suis allé sur mon ordinateur portable. J'ai ouvert une feuille de calcul que j'avais amoureusement intitulée « Plan mariage V3 ». J'ai scanné la liste des vendeurs, le domaine de Belle-Rive, Traiteur Les Lys, Quatuor à cordes harmonie, Studio Lumière. Mon premier appel a été pour la gérante du lieu, une femme joyeuse nommée Sylvie. Domaine de Belle-Rive. C'est Sylvie. Bonjour, Sylvie. C'est Lucas Mercier.
Nous avons le mariage réservé pour le 15 octobre. Tiens, bonjour, Lucas. Tellement excité pour vous et Manon. Que puis-je faire pour vous? Je dois annuler la réservation. La ligne est devenue silencieuse un instant. Oh. Je vois. Est-ce que tout va bien? Les fiançailles ont été rompues, ai-je dit, ma voix plate et égale. Je m'excuse pour le préavis tardif. Je comprends que nous perdrons la compte. Veuillez considérer que c'est fait. Merci pour votre temps. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse présenter ses condoléances ou poser des questions indiscrètes. J'ai répété le processus avec le traiteur, le quatuor, le photographe. Mon scénario était le même avec chacun d'eux, poli, ferme et brutalement définitif. Les fiançailles ont été rompues. Annulez tout. Renoncez à la compte. Merci. J'étais une machine, démantelant systématiquement l'avenir que nous avions construit. Il y avait une étrange et sombre satisfaction à cela. Avec chaque annulation, je reprenais un morceau de contrôle. 2 jours après la fête, on a sonné à la porte. Je savais que c'était elle. J'avais ignoré tous ses SMS, un mélange chaotique de « il faut qu'on parle » et « tu m'as humilié » et elle avait perdu patience. J'ai ouvert la porte. Manon se tenait là, les bras croisés. Elle avait l'air fatiguée, mais il n'y avait aucun remords dans ses yeux, seulement une colère défensive et bouillonnante. « Tu n'avais pas besoin de tout annuler de manière si dramatique », a-t-elle dit en passant devant moi pour entrer dans l'appartement. Nous aurions pu parler. Tu t'es juste fermé. J'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle, ne lui offrant pas de siège. Tu m'as dit à notre fête de fiançailles, devant tous ceux que nous connaissons, que tu te sentais piégé. De quoi y avait-il à parler, Manon? Je ne suis pas un gardien de prison. Elle a levé les mains en signe d'exaspération. Tu es tellement noir ou blanc. C'était un sentiment, un moment de doute. Tu prouves juste mon point de vue selon lequel tu ne peux pas gérer la complexité. Tu ne peux pas gérer les vraies émotions désordonnées. Je l'ai juste regardé. L'hypocrisie était époustouflante. Ma capacité à gérer la complexité n'est pas le problème. Ta décision de partager ce sentiment particulier à ce moment particulier était un message. Je l'ai reçu. Nous avons fini. Fini? Elle a craché le mot. Juste comme ça? 5 ans, et tu as juste fini à cause d'une conversation? Ce n'était pas une conversation, ai-je dit, ma voix toujours calme, ce qui semblait l'exaspérer davantage. C'était une déclaration. Tu as fait ton choix. Je le respecte. J'avais peur, a-t-elle crié, la façade se fissurant pour révéler la panique en dessous. J'avais besoin d'être rassuré, pas que tu brûles tout jusqu'au sol. Tu n'avais pas besoin d'être rassuré, ai-je contré, me décollant enfin de la porte et marchant vers la cuisine. J'avais besoin de mettre de l'espace entre nous. Tu avais besoin d'un public. Tu en as eu un. Maintenant, tu dois vivre avec la performance. J'ai pris ma tasse de café. Je pense que tu devrais partir. Elle m'a fixé, la poitrine haletante. L'homme qu'elle attendait, celui qui supplierait, qui essaierait de revenir dans ses bonnes grâces par la logique, n'était pas là. J'étais quelqu'un d'autre maintenant, quelqu'un qu'elle ne pouvait pas manipuler. Bien, a-t-elle chuchoté, la voix épaisse de larmes de frustration. Tu es un lâche. Tu fuis parce que c'est devenu difficile. Je n'ai pas répondu. J'ai juste pris une gorgée de mon café et regardé par la fenêtre de la cuisine. Après un moment, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir puis claquer. Le silence est revenu, mais il semblait différent maintenant. Ce n'était plus le silence de l'absence, mais de la résolution. J'ai pris mon téléphone et je suis allé sur mes applications de réseaux sociaux. Je n'ai pas fait défiler. Je suis allé directement dans les paramètres et je l'ai bloqué sur Instagram, sur Facebook, partout. Je ne le faisais pas par colère. C'était une nécessité pratique, comme l'annulation des vendeurs de mariage. Elle était un vendeur annulé dans le projet de ma vie. Cet après-midi-là, j'ai appelé Pierre. Et mec, ai-je dit quand il a répondu. Tu es libre pour une bière ce soir? Lucas? Jésus, est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Je te raconterai ce soir, ai-je dit. Mais je vais bien. Je vais vraiment bien.
Et la chose étrange était qu'à ce moment-là, c'était vrai. La douleur était là, une douleur sourde, mais elle était éclipsée par un profond sentiment de clarté. La carte avait disparu, mais la boussole en moi pointait enfin, après des années à tourner, vers le vrai nord. Le monde ne s'est pas arrêté. Le soleil a continué de se lever. Ce fut la première surprise. Je m'étais en quelque sorte attendu à ce que l'univers reconnaisse le cataclysme, qu'il s'arrête en solidarité avec ma vie brisée. Au lieu de cela, mardi est arrivé, et je suis allé travailler. Le ciel était d'un bleu brillant et sans nuages, une moquerie de ma grisaille intérieure. Le bureau était le pire. Les regards apitoyés, les conversations feutrées qui mouraient quand j'entrais dans la salle de pause. Je gardais la tête haute, offrais un sourire serré et disais, tout va bien. J'apprécie l'inquiétude, à quiconque était assez courageux pour m'approcher. Je suis devenu un maître de la déviation. Je me suis enterré dans un projet complexe de migration de données, me perdant dans des lignes de code et l'architecture système. C'était propre, logique, et cela obéissait aux commandes. C'était l'antithèse de Manon. Les semaines se sont transformées en mois. L'engourdissement initial a cédé la place à un bourdonnement constant et léger de tristesse, mais c'était un bourdonnement gérable. J'ai recommencé à aller à la salle de sport, pas avec rage, mais avec une détermination tranquille. L'épuisement physique était un substitut bienvenu au genre émotionnel. J'ai renoué avec des amis que Manon avait toujours subtilement rejetés comme trop ennuyeux ou pas assez ambitieux. C'étaient eux qui arrivaient avec des pizzas et des jeux vidéo, qui n'avaient pas besoin d'en parler, qui me laissaient juste être. Les informations sur sa vie ont commencé à filtrer, non pas parce que je les cherchais, mais parce que nos cercles sociaux, bien que fracturés, avaient encore des fils qui se chevauchaient. Les mises à jour arrivaient par Pierre, qui était devenu mon fil d'actualité réticent et non officiel. La première mise à jour est arrivée environ 3 mois après la fête. Nous regardions un match chez lui. Alors, j'ai eu des nouvelles de Mathieu, a dit Pierre, sirotant prudemment sa bière. Mathieu était un ami qui était à cheval sur nos deux groupes. Ouais. J'ai gardé les yeux sur l'écran. Ouais. Il a dit que Manon voyait un type. Ce musicien, Bastien, dont elle parlait toujours avant, tu sais? Je ne savais pas. Bastien était le guitariste à l'esprit libre d'un groupe local qu'elle suivait depuis des années. Il représentait tout ce qu'elle m'avait accusé de ne pas être, imprévisible, artistique, excitant. J'ai juste hoché la tête. Tant mieux pour elle. Pierre m'a regardé surpris. C'est tout, mec? C'est un vaurien total. Mathieu a dit que ça a duré environ 6 semaines. Bastien a coupé les ponts avec elle après avoir obtenu un concert à Berlin. Je n'ai rien ressenti. Aucune joie malsaine, aucune justification. C'était juste un point de données. Ça ne m'étonne pas, ai-je dit en prenant une gorgée de ma bière. Passe les chips. La mise à jour suivante concernait davantage les retombées. Quelques mois plus tard encore, Pierre a mentionné avoir croisé Inès, la lieutenante toxique de Manon, dans un bar. Elle était dans un sale état, mec, a rapporté Pierre, une pointe de dégoût dans la voix. Elle a essayé de me servir une histoire triste sur le fait que Manon traversait une période difficile. Apparemment, beaucoup de gens ont pensé que toute cette histoire de fête de fiançailles était, eh bien, foutue. Son groupe d'amis s'est en quelque sorte disloqué. Personne ne veut être autour de ce genre de drame. J'écoutais, le visage neutre. J'ai pensé à Inès et Clara observant depuis le buisson d'hortensia, leurs visages avides de spectacle. J'ai ressenti un pincement distant, non pas pour l'isolement de Manon, mais pour le pur gaspillage de tout cela. Les amitiés, la confiance, tout sacrifié pour un moment de cruauté théâtrale. La dernière pièce de retour de Karma est arrivée presque 1 an plus tard. Ma mère, qui croisait encore occasionnellement la mère de Manon à l'épicerie, m'a appelé un soir. J'ai vu Christine aujourd'hui, a-t-elle dit, son ton soigneusement neutre. Elle avait l'air fatiguée. Elle a mentionné Manon. Eh bien, elle n'a pas eu cette promotion pour laquelle elle était en lice à la société de marketing. Christine a dit qu'elle était distraite depuis que tout est arrivé. Ai-je murmuré, faisant défiler les emails professionnels sur mon ordinateur portable. La nouvelle n'était pas surprenante. Manon avait toujours lié son estime de soi à la validation externe, son travail, son statut social, l'excitation perçue de sa vie.
Lorsque la fondation de notre relation, la seule chose qui avait été stable, s'est effondrée, il était inévitable que le reste vacille. « Est-ce que ça va d'entendre ça, chérie ?» a demandé maman, sa voix douce d'inquiétude. « Je vais bien, maman, ai-je dit, et je le pensais. Ce sont juste des nouvelles. Ça n'a plus rien à voir avec moi. » Et c'était la vérité. Écouter ces mises à jour, c'était comme entendre un bulletin météo pour un pays que je ne prévoyais plus de visiter. Un ouragan pouvait frapper la côte, mais j'étais à l'intérieur des terres, en sécurité, et je construisais une maison plus solide. La douleur était une relique. L'amour était un souvenir. Ce que je ressentais pour Manon maintenant était une indifférence profonde et absolue. Elle était devenue une étrangère, et ses luttes étaient les luttes d'une étrangère. Le chapitre était clos. Le livre était sur l'étagère. J'avais de nouvelles histoires à écrire. La première tentative était presque risible par son audace. Cela faisait 6 mois de silence parfait et guérisseur. J'étais à la salle de sport, mon téléphone vibrant sur le banc à côté de moi. J'ai terminé ma série, essuyé la sueur de mon front et je l'ai ramassé. Un SMS d'un numéro inconnu, mais l'indicatif régional m'était familier. Numéro inconnu, 18h14, et, c'est Manon. Je sais que je ne devrais probablement pas t'envoyer de SMS, mais je pensais juste à toi. J'espère que tu vas bien. C'était comme un écho faible et lointain d'une vie que j'avais évacuée. Il n'y avait pas d'excuse, pas de reconnaissance de la bombe nucléaire qu'elle avait larguée. Juste un « et » décontracté, comme si elle m'avait croisé dans un café. J'ai ressenti une lueur de quelque chose, pas de la colère, pas du désir, mais un mépris froid pour le pur manque de conscience de soi. Je n'ai pas bloqué le numéro. J'ai simplement supprimé le message et je suis retourné à mon entraînement. Pas de réponse. La deuxième tentative était plus désespérée. Un an jour pour jour après la fête de fiançailles, mon téléphone s'est allumé avec une notification de messagerie vocale. J'étais au milieu d'une session de codage, profondément dans un état de flux. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a fait cliquer sur lecture. Je l'ai mis sur haut-parleur et je me suis penché en arrière dans ma chaise. Sa voix était épaisse de larmes, la qualité de la performance disparue, remplacée par une panique brute et tremblante. « Lucas, c'est moi. Dieu, J'ai écouté ce bip. J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Il n'était rien, une distraction. Ce que nous avions était réel. C'était solide. J'étais juste effrayé et stupide. S'il te plaît, est-ce qu'on peut juste parler? Juste pour 5 minutes? S'il te plaît. J'ai enregistré la messagerie vocale, non pas par attachement sentimental, mais comme un trophée numérique, un reçu pour une balle esquivée. C'était la preuve tangible du chaos dont je m'étais volontairement éloigné. Je ressentais la froide curiosité d'un scientifique analysant le spécimen de son regret, mais je ne ressentais aucune envie de m'engager. Pas de réponse. La troisième tentative impliquait un singe volant. Une semaine après la messagerie vocale, mon téléphone a sonné. Inès. La principale complice de Manon, celle qui avait regardé depuis les buissons avec une anticipation joyeuse. J'ai failli ne pas répondre, mais une curiosité morbide a pris le dessus. Lucas? Sa voix était tranchante, accusatrice dès la première syllabe, comme si c'était moi qui causais des problèmes. Inès, ai-je dit, mon ton plat. Que puis-je faire pour toi? Tu dois arrêter d'être aussi têtue, a-t-elle lancé. Pas de politesse. Elle est dans un sale état. Un désastre complet. Elle est désolée, d'accord? Es-tu vraiment si sans cœur? Tu l'aimais autrefois. Tu ne te soucies pas de ce que cela lui fait? Je me suis penché en arrière, adoptant le ton d'un agent du service client traitant une plainte irrationnelle. Inès, Manon et moi ne sommes plus en couple. Son état émotionnel n'est pas ma responsabilité. Cela ne l'est plus depuis plus d'1 an. Elle souffre, a insisté Inès, sa voix s'élevant. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit, les mots dénués de toute sympathie réelle. C'était un espace réservé social, un moyen de mettre fin à la conversation. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas mon problème. S'il te plaît, ne me contacte plus en son nom. Je l'ai entendu bafouiller, tu es un connard, tu le sais ça, avant de mettre fin à l'appel. Je ne l'ai pas bloqué.
J'ai juste pris une note mentale d'ignorer tout nouvel appel. La colère de la complice n'était que du bruit supplémentaire. La dernière tentative fut celle qui scella tout. Elle arriva quelques nuits plus tard, une série de SMS en rafale qui illuminèrent mon téléphone comme une balise de détresse. L'explosion de colère. Manon, 23h23, bien. Sois comme ça. Manon, 23h24, je te vois. Tu n'as jamais été émotionnellement disponible de toute façon. Tu étais un robot à l'époque, et tu es un robot maintenant. Manon, 23h25, tu es probablement encore seule et amère dans cet appartement stérile. Tu n'as jamais su vivre. Manon, 23h26, je suis mieux sans toi. J'ai eu raison de partir. Tu es un trou noir. Je les ai lus dans l'ordre. Chacun d'eux était une couche retirée pour révéler le véritable noyau pourri. Les larmes et les supplications avaient disparu. C'était la vraie Manon, celle dont j'avais entrevu un aperçu dans le jardin. Celle qui, lorsqu'on lui refusait ce qu'elle voulait, devenait venimeuse. Elle n'était pas désolée de ce qu'elle avait fait, elle était désolée que ses actions aient eu des conséquences qu'elle n'aimait pas. Cette fois, je ne les ai pas simplement supprimées. Je ne les ai pas enregistrées. J'ai fait une capture d'écran. C'était la dernière pièce à conviction dont j'avais besoin, la confirmation que ma sortie calme avait été la seule réponse saine. Cette femme était une tempête de blâme et de prétention. Il n'y avait rien là-bas à regretter, à pleurer. Le dernier fantôme de ce que je pensais que nous avions fut enfin mis au repos. J'ai posé mon téléphone face contre terre sur la table de nuit. La chambre était calme. Le seul son était ma propre respiration régulière. Il n'y avait pas de colère, pas de blessure, pas même de pitié. Il y avait juste un silence profond et paisible. Les tentatives de réconciliation étaient terminées. Elle m'avait montré tout ce que j'avais besoin de voir. La porte n'était pas seulement fermée, elle était murée. Le parc, un samedi matin, était notre sanctuaire. Il avait été le mien bien avant, et maintenant il était le nôtre. La lumière du soleil filtrait à travers les vieux chênes, et l'air était rempli des cris et des rires des enfants. Je poussais la balançoire pour bébé dans un arc doux et rythmé, mon cœur se sentant si plein que je pensais qu'il pourrait éclater. Plus haut, papa, a demandé une petite voix déterminée. Un peu plus haut, ma puce, ai-je dit, donnant à la balançoire une autre poussée douce. Ma fille, Jade, gloussait, ses boucles rebondissant sous son chapeau de soleil. Sur un banc voisin, ma femme, Alice, nous regardait, un livre ouvert mais oublié sur ses genoux, un doux sourire jouant sur ses lèvres. Elle a croisé mon regard et a fait un clin d'œil. Ceci. C'était tout, le bonheur tranquille et solide dont je n'avais même pas su rêver après la bombe que Manon avait larguée sur ma vie. Ce n'était pas une passion frénétique et dramatique. C'était un courant de joie profond et constant. J'ai soulevé Jade de la balançoire, et elle a immédiatement enroulé ses bras autour de mon cou, enfouissant son visage dans mon épaule avec un soupir de contentement. J'ai inspiré l'odeur du shampoing pour bébé et du soleil. C'était ma vie maintenant. Elle était réelle d'une manière que la précédente, avec ses fêtes performatives et son besoin constant de validation externe, ne l'avait jamais été. C'est alors que je l'ai senti. Le picotement indéniable d'être observé. C'était un point froid dans la journée chaude. J'ai levé les yeux, scannant le périmètre de l'aire de jeu, et je l'ai vue. Manon. Elle était figée sur le chemin de gravier à environ 20 mètres, tenant une tasse de café à emporter. Elle avait l'air diminué. Ses épaules étaient voûtées, et il y avait des rides de fatigue autour de ses yeux que même la distance ne pouvait cacher. Elle était seule. Elle fixait. Son regard était fixé sur moi, sur Jade dans mes bras, sur l'image simple et dévastatrice d'une vie qui avançait sans elle. Pendant un long moment, nous nous sommes juste regardés. Les 2 dernières années se sont télescopées en ce point de contact unique et silencieux. Les guirlandes lumineuses, le chuchotement cruel, la porte claquée, les SMS désespérés, tout cela a défilé en un instant, ne laissant aucune marque. Elle a fait un pas hésitant en avant, puis un autre, jusqu'à ce qu'elle se tienne juste à quelques mètres. L'odeur de son parfum, le même qu'elle portait ce soir-là, a brièvement coupé l'air du parc, un fantôme d'une maison hantée que j'avais quittée il y a longtemps. Lucas, a-t-elle dit, sa voix tremblant légèrement. Elle était plus mince que dans mes souvenirs. J'ai offert un sourire poli et distant, le genre que l'on donnerait à une vague connaissance. Manon.
J'ai continué à me balancer doucement, tenant Jade, qui jetait maintenant des coups d'œil timides à l'étrangère. Elle a dégluti difficilement, ses yeux passant de mon visage à l'alliance à ma main gauche, puis à Jade. Elle est magnifique, a-t-elle réussi à dire, les mots sonnant comme s'ils étaient traînés sur du gravier. J'ai entendu dire que tu t'étais marié. Félicitations. Merci, ai-je dit, ma voix égale. J'ai tourné mon attention entièrement vers ma fille. D'accord, l'aventurière. Fini avec les balançoires? Prête à voir maman? Alice marchait déjà vers nous, son expression chaleureuse mais curieuse. Elle a glissé son bras autour de ma taille, un geste de possession naturel et sans effort. Prêt à y aller, chérie, a-t-elle demandé, ses yeux sur moi, pas sur Manon. Ouais, tout est prêt, ai-je dit. J'ai regardé Manon. Elle s'effondrait visiblement, son calme soigneusement construit se brisant sous le poids de la réalité devant elle. Il n'y avait pas de public pour elle cette fois, personne pour qui jouer la comédie. Juste moi, un homme qui était devenu un étranger, et la famille qu'il avait construite sur les cendres de celle qu'elle avait rejetée. Prends soin de toi, Manon, ai-je dit. Ce n'était ni un souhait ni une malédiction. C'était un congé, une fermeture finale et polie d'une porte qui, en vérité, était fermée depuis des années. Je me suis tourné, et ensemble, nous trois avons marché le long du chemin vers notre voiture. Alice a pressé mon côté. Tout va bien, a-t-elle murmuré. Parfait, ai-je dit, et je le pensais de chaque fibre de mon être. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. Je savais ce qu'il y avait derrière moi, un fantôme, une relique, une leçon apprise. J'ai installé Jade dans son siège auto, faisant des grimaces jusqu'à ce qu'elle glousse à nouveau. Alors que je démarrais la voiture, j'ai aperçu un dernier aperçu dans le rétroviseur. Manon était toujours debout là, une figure solitaire sur le chemin, petite et insignifiante contre la toile de fond vibrante du parc. Je ne la détestais pas. Je n'avais pas pitié d'elle. Le chapitre de ma vie qui portait son nom était clos. Le livre était rangé sur une étagère. Et l'histoire que je vivais maintenant était tellement meilleure.